Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du journal de la rédaction. Nous sommes le lundi 24 janvier 2022, au sommaire ce soir. Nous prendrons tout d'abord la direction de Chavano, près d'Annecy, pour débuter cette édition, pour découvrir les contours d'un rachat qui tombe à pic. Les routes de vélo Mavic sont de retour grâce aux frères Bourrelier. Laurent Wauquiez, le président de la région Aura, avait fait le déplacement ce samedi. Nous y étions. Et puis nous intéresserons à un nouveau concept, le drive tout nu. Damien Jourdain est rugbyman à Chambéry et de ses années passées dans la région toulousaine, il a importé une idée inédite en Savoie, le drive zéro déchet. Il a choisi de passer en quelque sorte du pack au vrac. Je vous lisais en titre, les roues de vélo Mavic sont de retour grâce à l'investissement de deux frères, Johan et Jean-Michel Bourrelier. Une usine XXL de 120 salariés est sur le point d'ouvrir à Chavano, sur les hauteurs d'Annecy. Ce samedi, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, est venu sur place pour affirmer son soutien à l'entreprise qui misera tout sur l'excellence et le savoir-faire français. Lucas Ruche était sur place. Plus de 8500 mètres carrés sortis de terre en moins d'un an. Cette usine est le signe du renouveau de Mavic, l'entreprise française de roues de vélo haut de gamme. Ce retour en grande pompe est le fruit de deux hommes, les frères Bourrelier. Ils ont investi une partie de leur fortune familiale dans l'entreprise Mavic, en difficulté financière depuis la scission avec le groupe Amersport qui détient notamment la marque Salomon. Désormais indépendant, Mavic emploiera de son côté bientôt 160 salariés, pour l'essentiel à l'usine de Chavano. Ils fabriqueront des roues 100% françaises. Un choix voulu et assumé. Le premier objectif, c'est évidemment de remettre Mavic en situation de profitabilité, ce qu'elle n'était plus depuis quelques années. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de réatteindre le niveau maximum d'activité qu'elle avait à peu près en 2016. Et après, le troisième objectif, c'est d'aller au-delà, de vraiment reconquérir de la part de marché sur le secteur du vélo, pour montrer qu'un industriel français est capable de proposer des composants pour monter un vélo. En visite dans les nouveaux locaux de Chavano, Laurent Wauquiez est venu apporter son soutien à l'entreprise. La région Auvergne-Rhône-Alpes ayant également participé à la recherche du terrain idéal. L'objectif, c'est de remettre en avant ces savoir-faire, ce qu'ils savent eux faire. Et on ne peut pas, nous, défendre l'environnement matin, midi et soir. Celui qui roule sur son vélo, il croit dans l'environnement et le développement durable, sauf que ce qu'il achète, c'est de la merde qui est faite en Chine et qui a pollué toute la planète. Donc l'objectif, c'est de le faire chez nous et de relocaliser la production. Et ici, vous avez une cathédrale qui a été bâtie en très peu de temps. En 1 an et demi, ils y sont arrivés. C'est l'exemple qu'on peut localiser chez nous quand on a des gens qui y croient et des entrepreneurs qui ont de l'audace. Voilà, à nous d'être à leur côté. Mavic compte aussi regagner le partenariat historique qui la lie au Tour de France pour que l'entreprise puisse à nouveau rayonner à l'international. On passe à notre invité du jour et ce soir, j'ai le plaisir de vous recevoir, Julien Méraud. Bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur de la station de Manigot en Haute-Savoie, Manigot qui fait partie du groupe La Belle Montagne. Avant de revenir un peu plus en détail sur votre station, quelques mots justement sur La Belle Montagne. La Belle Montagne, donc, c'est un groupe familial créé par la famille Remy, donc une équipe de Vosgiens qui a décidé de diversifier son activité. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir plusieurs délégations de services publics sur des domaines skiables, de la restauration également, de la diversification estivale avec la marque Wampark, et également un téléphérique urbain à Namur qu'on exploite aussi sous l'égide du groupe La Belle Montagne. Vous êtes présent aujourd'hui sur 6 stations, Savamont-Blanc si je ne dis pas de bêtises. Oui. Est-ce qu'à terme, vous envisagez de prendre la gestion d'autres stations ici en Savamont-Blanc dans le territoire qui nous intéresse ? Alors, on n'a pas une volonté marquée de conquête. Par contre, on reste évidemment à l'affût, à l'écoute des opportunités qui peuvent se présenter. L'idée, c'est d'apporter quelque chose avec la marque La Belle Montagne au territoire et aux élus qui souhaitent après nous faire confiance. Donc, on reste en veille. Est-ce que le fait d'être en réseau a rendu la pilule de la Covid-19 un peu moins difficile à avaler pour vos domaines ? Alors, un peu moins difficile, oui, parce qu'on va avoir une gestion mutualisée avec un pool de trésorerie, donc on mutualise les emprunts, par exemple. Donc ça peut aider. Par contre, ce qui a surtout aidé, c'est les indemnités de l'État qui ont permis de sortir de l'ornière au niveau financier, puisqu'on a eu une indemnisation pour la perte d'activité sur l'hiver dernier qui s'élevait à 49%. La moyenne des chiffres d'affaires des années précédentes. Quel a été plutôt l'impact justement de cette saison blanche sur votre modèle économique ? Est-ce que vous avez dû changer justement de modèle économique ?
Alors changer de modèle économique, c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain, donc nécessairement ça prend du temps et c'est un virage qu'on avait amorcé précédemment avec de la diversification estivale. On s'est renseigné aussi, on a pris de l'exploitation en téléphérique urbain, donc ça va prendre un peu de temps. On n'a pas une volonté marquée sortir de la montagne. Par contre, parce qu'aujourd'hui ça fait encore, on va dire, 70-80% de chiffre d'affaires global du groupe qui s'élève à 80 millions d'euros hors taxe sur une année normale, on va dire. Donc à terme, oui, on cherche à diversifier nos activités, mais on ne va pas sortir du modèle ski qui est extrêmement porteur. Et on le voit cette année, les gens ont l'envie et il y a un retour sur les skis qui est massif de la part de la population. La transition est toute trouvée. Je le disais donc en début d'interview, vous êtes le directeur de la station de Manigo. Comment se sont passées cette réouverture des remontées mécaniques et les vacances de Noël? Alors déjà, c'était un immense plaisir de retrouver J'imagine. nos clients. C'était déjà une première satisfaction. Beaucoup d'enjeux parce que le modèle a beaucoup bougé, on a eu beaucoup de turnover, la mise en place du pass sanitaire qui a été quelque chose aussi une transition à réaliser qui n'est pas forcément évidente. Je dirais que ça s'est globalement bien passé. Aujourd'hui, on est sur des chiffres d'affaires qui sont extrêmement positifs. On est un peu en avance par rapport à notre prévisionnel. On est quasiment dans ce qu'on avait fait à date équivalence en 19-20, donc c'est plutôt encourageant. Et on voit qu'il y a quand même un engouement fort pour le ski et ça reste quand même quelque chose de porteur au niveau du tourisme. Plus précisément, sur Manigo, sur le domaine de Manigo, cette crise Covid-19, elle a laissé des traces? Alors on va avoir quelques emprunts qui vont traîner, mais non, globalement on devrait, si la saison se déroule jusqu'au bout comme c'est prévu, effacer assez rapidement l'hiver néfaste qu'on a eu. Mais par contre ça s'est fait avec une gestion extrêmement rigoureuse des charges, de l'activité partielle, des reports d'investissement également. Et c'est ça qui permet d'avoir cette rigueur de gestion, de passer assez bien, on va dire, l'épisode fâcheux de 19-20. Est-ce que vous avez réussi à vous en sortir au niveau de la fréquentation, notamment là, depuis la réouverture, depuis la relance? Oui, on a une fréquentation qui est clairement plus haute que nos prévisions et quasiment proche des records de 19-20 qu'on avait connus avec des vacances de Noël exceptionnelles. Et là, on a été plutôt gâtés niveau météo avec beaucoup de pluie sur la semaine de Nouvel An. Donc, on accuse un léger retard, mais c'est rien du tout. C'est de l'ordre de 5% par rapport aux années records. Donc, on est sur des trends d'activité extrêmement élevés. Beaucoup de domaines ont dû faire face à des pénuries en matière d'effectifs. Ça a été le cas aussi du côté de Manigo? Alors malheureusement, c'est toujours le cas. Donc c'est toujours le cas. Oui, on est toujours en recrutement sur des postes extrêmement variés sur le domaine de Manigo. Quel type de poste, par exemple? Conducteur de téléski, hôte de vente, on cherche encore du monde. Et ensuite, il y a les effets Covid, donc les écoles fermées, les nounous, les gardes d'enfants, où régulièrement, on estime entre 5 et 10% les effectifs manquants. Donc c'est ceux qui restent qui comblent l'activité restante pour faire face aux absents et puis garantir un produit ski qui soit intègre et que les clients ne vivent pas en tout cas nos difficultés et qu'eux puissent bénéficier du domaine skiable. Comment est-ce que vous appréhendez les vacances d'hiver qui débutent le 5 février prochain? Alors on les appréhende pas, on les attend avec le sourire pour recevoir nos clients sur notre magnifique station. Donc non, c'est plutôt avec le sourire qu'on apporte ça parce qu'on est de bons professionnels, on a à cœur de faire valoir notre métier, notre savoir-faire. Et je pense que c'est une vraie joie pour tout le monde de retrouver le goût des skis, enfin le goût de la neige sur les skis, que ce soit pour nos clients comme pour les collaborateurs qui travaillaient avec nous. Quand on pense aux Arévis, beaucoup de personnes peuvent penser tout d'abord au Grand Bornand ou encore à la Clusaz. Comment faites-vous pour tirer votre épingle du jeu? Alors, il y a deux choses qui nous distinguent très fortement. Déjà, l'apport du groupe Label Montagne sur Manigo. Je vais vous donner un exemple. Avant séjour, on s'est doté d'une place de marché. On est la première station, enfin le groupe Label Montagne, les stations du groupe Label Montagne, dont Manigo, ont cet outil assez incroyable. C'est-à-dire qu'en un clic, aujourd'hui, vous êtes en mesure de réserver votre cours de ski, votre hébergement, vos forfaits de ski et votre matériel, ce qui est inédit en France, donc ça fait partie par exemple des axes différenciants. Et après pour l'expérience glisse, là c'est plutôt en amont du séjour, sur l'expérience de la glisse, on a la chance d'avoir un magnifique domaine skiable nocturne, le plus grand de Savoie-Mont-Blanc. Et ça c'est un vrai outil de différenciation que l'on commercialise en B2B et également en B2C les soirs des vacances scolaires. Depuis quelques jours maintenant, beaucoup d'accidents ont lieu, des accidents mortels, Oui. Des accidents très très graves. Vous, en tant que professionnel de la montagne, ça vous touche, j'imagine. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? C'est vrai que déjà, on a une pensée pour les familles. Ça reste des drames qu'on n'aimerait pas voir arriver.
Ce qu'on peut mettre en place, c'est de la sensibilisation parce que malheureusement, dans les cas de collision, alors il y en a une dizaine par an en France, des collisions graves qui finissent malheureusement en accident mortel parfois. C'est sensibiliser les gens à la vitesse parce qu'on a assez peu image qu'à ski on se déplace très vite. Même un débutant va vite se retrouver sur des vitesses de 50 km/h. Et donc ce sont des éléments à prendre en compte pour nos clients, qu'on ne considère pas les autres usagers comme des piquets et puis les frôler, et surtout qu'on aménage des zones de ski tranquilles où on respecte les uns et les autres pour éviter justement ce genre de drame qui reste intolérable. Est-ce que vous avez le sentiment que là, ce qu'on vit depuis une dizaine de jours, les accidents graves et mortels qui s'enchaînent, ça peut donner une mauvaise image de la montagne, ou ça reste, j'aime pas ce terme, mais un épiphénomène qu'il faut mettre, il ne faut surtout pas le passer sous silence, mais voilà, la montagne, ça reste un terrain de jeu, de plaisir, de loisir. Oui, ça reste un terrain de jeu aussi de liberté, alors encadré, mais globalement un domaine skiable c'est quelque chose de vivant. Alors sur la chambre patronale, le domaine skiable de France, on se pose des questions sur ce qu'on doit mettre en œuvre parce qu'on ne veut pas rester inactif face à ce genre de drame. Mais malheureusement, comme vous le dites, ça fait partie de l'activité, comme le risque avalanche. Pour les pratiquants de ski hors piste, on va dire, parce que ça n'arrive pas sur les domaines skiables, mais pour les pratiquants de ski hors piste, ils savent qu'il y a le risque avalanche et malheureusement, vous faites du vélo, vous exposez également à des risques sur la voie publique. Pour en revenir à Manigo, quels sont les autres atouts? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus que du ski à Manigo? Qu'on peut faire du pari, il me semble. Ah oui, alors on le on pari. aura un sujet dans la semaine, je crois, de notre ami Lucas Ruche. J'espère qu'il sera tourné à Manigo, le sujet pareil, qui est le haut lieu et puis le berceau, on va dire, en tout cas, de cette luge emblématique et ancestrale. On a aussi des activités de snowtubing, on a des chiens de traîneau, on peut faire de la trottinette sur neige. En tout cas, on a essayé de diversifier le modèle pour que la glisse se conjugue au pluriel et que les clients puissent bénéficier de la neige et du dénivelé sur différentes formes. Merci beaucoup pour votre Merci à venue, vous. Julien Améro. Bonne continuation pour la suite de cette saison. En sport, le Freeride World Tour 2022 a débuté ce week-end avec la première étape de Baqueira-Beret dans les Pyrénées catalanes en Espagne. Et les Français ont brillé, notamment en snowboard. Chez les hommes, Camille Armand se classe deuxième derrière l'Américain Michael Mone et devant le Britannique Cody Bramwell. Ludovic Guiodia et Victor Delerue terminent 4e et 5e, joli tir groupé. Et chez les femmes, très belle performance de la rookie Tiffany Perrotin qui décroche une jolie 3e place. Je vous propose d'écouter les réactions à chaud de ces deux athlètes français. 5e participation. Première fois qu'on est en Espagne, donc on était un peu tous flippés au niveau des conditions de neige. Et au final, ça s'est étonnamment bien passé. Tout le monde est assez content de la neige, surtout au milieu de la partie principale de la face, où c'était, on va dire, glace, puff glace, comme on peut dire. Et ben c'était bon au final, donc on s'est un peu tous fait plaisir. Et puis là, je finis 2e. J'ai fait un run tranquillou, sans me mettre dans le jus, et ça m'a été quoi, et apparemment ça a été au juge. Donc voilà. Ouais, ça met en confiance. Un peu dommage que mon pote Victor, il n'ait pas fait un petit podium avec moi, ça aurait été nickel. Au moins on aurait été tous les deux sur la même base. Mais bon, au moins il va se mettre la pression derrière. Et puis pour moi, ça me met confort un peu plus pour aller en Autriche et à Verbier. C'est bien passé, je suis pas tombée, j'ai pas fait exactement ce que je voulais, j'étais un peu prise par la vitesse et puis ma car a été un peu prise par la neige. Donc, mais j'ai réussi à quand même finir mon run, donc j'étais contente. Et puis toujours concernant les disciplines d'hiver, les championnats du monde parasport d'hiver de Lillehammer se sont achevés ce dimanche et le bilan de la délégation tricolore est plutôt conséquent. Avec 20 médailles dont 10 en or, les Bleus se classent 3e meilleure nation derrière la Russie et les États-Unis. Mention très spéciale à Hyacinthe Deleplace, Marie Baucher, Arthur Baucher, Cécile Hernandez et Maxime Montagioni, tous sacrés champions du monde en Norvège. En biathlon, l'étape de Coupe du Monde d'Antols Anterselva a souri aux Françaises en Italie. Sur l'individuel, Justine Bréza-Boucher et Julia Simon ont signé un très beau doublé. Anaïs Chevalier-Boucher, elle, décroche quant à elle un nouveau podium avec une 3e place sur la Mass Start. Les Bleus étaient décidément très en forme puisque le relais féminin se classe 2e du 4x6 km. Chez les hommes, en revanche, le week-end a été plus compliqué avec aucun podium. Et enfin, en télémarque, vous le savez peut-être, Saint-Gervais-Mont-Blanc accueille pour 2 jours une manche de la Coupe du Monde. Ce lundi avait lieu l'épreuve de sprint et Lali Kochra s'est imposée chez les femmes devant sa compatriote Angeline Tanbouquet. Chez les hommes, victoire du Norvégien Trym Nygaard Loeken. Et j'ajoute que vous pourrez suivre en direct sur 8 Mont-Blanc ce mardi l'épreuve classique avec Emmanuel Jaude aux commentaires. Direction Chambéry à présent pour partir à la rencontre d'un ancien joueur du top 14 de rugby. À un an de sa retraite sportive, Damien Jourdain, le pilier droit du stade olympique de Chambéry, prépare déjà sa reconversion.
Il vient d'ouvrir un drive tout nu dans la Cité des Ducs. On ne parle pas ici de naturisme, mais plutôt d'écologie. Damien Jourdain a apporté ce concept de drive zéro déchet de la région de Toulouse. Il a joué à 2 saisons à Montauban. Il s'agit d'une première en Savoie. C'est un reportage signé Marine Schneider. Bon, impeccable, on a une commande qui vient de tomber du coup, on va la préparer, donc hop, on regarde ça sur le pad, donc la cliente arrive dans à peu près une demi-heure encore, donc on prend la cagette et c'est parti. Il est 15h et pour Damien, c'est l'heure de préparer les commandes. Dans sa boutique, il ne propose que des produits en vrac, issus des circuits courts, la règle, ne pas dépasser les 100 km. Ben là, par exemple, on est sur des produits de la ferme de Jérôme Rex, c'est un agriculteur qui fait du bœuf qui est pas très loin, donc c'est des produits qui sont préparés. On a aussi des petits pots, c'est le petit potager en verre, pareil, c'est des produits qui sont faits sur la route derrière Montmélian. C'est le principe du drive tout nu. Ici, pas de plastique, on utilise des bocaux en verre pour emballer les produits. Plats cuisinés, conserves, chocolat et même produits laitiers, tout est consigné et consignable. Pour les produits secs par exemple, Damien utilise des sacs en tissu. Mais pour certains fournisseurs, il a fallu changer les habitudes. Exemple avec la ferme du Chêne, située dans les Bauges. Elle faisait du coup que le lait sous format consigné en bouteille. Et on a travaillé du coup avec elle pour qu'elle passe certains produits qu'elle avait en contenant en plastique, pour qu'elle les passe en bocaux et qu'on puisse travailler avec elle. Donc par exemple, on se retrouve avec des produits comme ces yaourts à boire par exemple, qu'on a demandé à ce qu'ils soient mis dans la même bouteille que les bouteilles de lait, pour qu'on puisse les utiliser et du coup avoir le même principe de consigne. C'est le cas aussi pour les yaourts et les fromages, bref, tout ce qu'il y a de bon en Savoie. Et pour en profiter, on commande les produits sur son site internet. Le retrait se fait au bout d'1 heure, c'est comme au supermarché. Et voilà, et je vais chercher le frais. Et si en plus on rend la consigne, on est récompensé. Un petit bonus sur la prochaine facture, c'est ce qu'on appelle la consigne inversée. Au lieu de pénaliser l'achat avec un supplément de consigne, en fait, on le valorise avec un retour. C'est-à-dire que quand on nous ramène les contenants utilisés, on le valorise avec des bons d'achat et c'est valable sur les commandes suivantes. Ce qui permet d'être vraiment dans un principe d'économie circulaire et de valoriser du coup les produits et non le contenant. Et voilà, que de bons produits. Yes, merci. Je vous accompagne ? Ouais, je veux bien. Allez. Pour cette cliente adepte de la vente directe, c'est surtout un gain de temps. Alors que si je devais aller voir tous les producteurs locaux, ce serait bien plus long. Et donc je préfère venir ici et comme ça je suis tranquille, c'est livré en 1 heure et c'est vraiment la facilité et au moins je suis sûre que c'est de bonne qualité. Bon, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De la qualité au service de la proximité. D'ici l'année prochaine, Damien souhaite doubler ses références. Il en a déjà 700 dans la région. En attendant, il va bien falloir terminer sa saison sur le gazon. Et le petit pain poutre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Tout de suite, la météo présentée par Thierry Paulme. Vous avez ensuite rendez-vous avec une rediffusion de votre émission Panorama, consacrée cette semaine au fromage. Et pour le premier épisode, Marine Schneider reçoit Caroline Moreno, la directrice adjointe de l'Alpage École de Sulens, en charge de la formation scolaire, et Clément Carrera, un fromager moniteur. Passez une très belle soirée, prenez soin de vous et de vos proches. Je vous retrouve avec grand plaisir mardi pour un nouveau JT sur 8 Mont Blanc.